Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Prends le micro. Aujourd'hui, mon invité, Simon Darnozan, ex-joueur pro, et que vous allez découvrir tout au long de l'émission. Avant de passer sur l'émission du jour, je souhaite quand même vous faire un petit passage sur le camp qu'on ouvre pour juillet 2025. Donc les inscriptions sont ouvertes. Du 6 au 12 juillet, allez sur notre Instagram voir le lien d'inscription qui est dans notre bio. Voilà, j'en profite également pour vous annoncer le live de la semaine prochaine sur Instagram avec Bertrand Fayol, ex-joueur professionnel de football, notamment de l'AS Saint-Étienne et du FC Guignon. Et puis, dernière petite chose par rapport à ça, avant de passer à notre invité, nous sommes également depuis hier sur Spotify. Donc vous tapez sur Spotify, prends le micro, et vous allez tomber sur les audios de nos différentes émissions qu'on fait sur Instagram et sur YouTube. Voilà. Je termine avec le fait de vous remercier d'être aussi présent à nous suivre, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube, et dès à présent, j'espère sur Spotify. Et je passe la main à Simon, qui est notre invité du jour, et qui je laisse se présenter. Salut Flo. Simon Darnozan, merci pour l'invitation, c'est sympa. Ancien basketteur professionnel, originaire de Pau, dans le sud-ouest, donc les Lambernais notamment. J'ai 44 ans et je suis gérant d'une pépinière à Bordeaux, où je vends des arbres d'exception, donc des gros oliviers millénaires, et je suis surtout consultant basket pour France Télévisions. France 3 et j'anime aussi, je co-anime avec Freddy Vetto, le journaliste, une émission qui s'appelle Noah Basket tous les lundis à 20h40 où on revient sur l'actualité du basket français, Pro A, Pro B et Ligue féminine aussi. Voilà. Et ben en tout cas, je te remercie, et j'espère que tout au long de la vidéo, vous allez découvrir un peu plus Simon, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Voilà, alors la première question que je vais te poser, est-ce que tu as eu l'occasion d'aller voir les Jeux Olympiques? Et sinon, quel sport tu as le plus suivi, hors basket peut-être, tout au long de cette quinzaine? Écoute, ça a été un événement exceptionnel, franchement. Alors, j'ai pas eu l'occasion d'y aller pour la simple et bonne raison que France Télé avait envoyé Philippe Amagou, qui est un autre consultant avec qui je travaille sur Noah Basket, pour commenter les matchs de l'équipe de France notamment. Donc j'ai suivi de très près, bien sûr, les Jeux Olympiques. Hein. Les Français ont fait quelque chose de très grand, que ce soit au basket et dans d'autres disciplines, Léo Marchand et d'autres, bien sûr. On s'est régalé. Le basket, on a suivi la belle aventure des garçons, des filles, bien sûr. 2 médailles, c'est exceptionnel. Le 3-3 aussi que j'ai découvert parce que je regardais un petit peu via les réseaux et sur Poitiers, qui est pas très loin de Bordeaux, aussi, où Sylvain Meignier fait beaucoup pour le basket 3-3. Et j'ai découvert ce sport parce que c'est un autre sport quand même hein, que le basket 5-5. Et je me suis régalé. Donc, écoute, non, j'ai pas pu y aller, mais on a suivi ça de près, la natation, le ping-pong, où tous les Français ont excellé. On s'est régalé, hein, franchement. Hein. Ça, c'est clair. C'est clair que ça a été une quinzaine assez réussie. Et après, même, il y a même eu les Paralympiques aussi, donc il y a eu une deuxième quinzaine qui a été Ouais. plutôt, alors qui a été beaucoup moins médiatisée, mais qui a été sacrément réussie aussi. Par rapport à ces jeux, toi qui as été joueur pro, est-ce que un jour ça aurait été un objectif pour toi de les faire? Oula, alors j'avais pas le niveau clairement pour être en équipe de France A, même si j'ai été en équipe de France pendant 4 ans en jeune, hein, avec la génération des 1980, où j'étais avec Tony Parker, Lucas Vebob, enfin des mecs de ma génération qui ont tous fait carrière, hein, bien sûr. Mais j'ai pas eu l'opportunité d'être en équipe de France A. J'ai joué en première et deuxième division essentiellement, et il y avait du monde à mon poste, hein, je te le cache pas. Donc non, mais bien sûr que ça aurait été un rêve de pouvoir faire les JO, mais il y en a pas beaucoup hein, quand même qui peuvent approcher ce rêve-là. Donc c'est comme ça, c'était ma limite. En tout cas, c'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de magique, de magique. Et Ouais, c'est vrai ouais. et qu'effectivement, il n'y en a pas énormément qui ont la possibilité de dire et de mettre sur leur CV qu'ils ont fait les Jeux.
Ben non, non, non. Moi, j'ai eu la chance de faire les championnats d'Europe avec l'équipe de France, donc des 80 juniors. C'était à Varna en Bulgarie. Ça s'est pas super bien passé d'ailleurs. On avait fini, on s'était pas qualifié pour les quarts. Mais ça reste un souvenir inoubliable parce qu'on était une génération où on s'est suivi pendant 4 ans. On a fait des stages partout dans le monde, en Europe, en Russie. Je me rappelais en Russie à Noël, aller faire un stage où tu te retrouves face à Kirilenko au meneur de jeu. Donc c'est que des belles histoires. Et pour le Graal, aller au championnat d'Europe en Bulgarie. Bon, voilà. Mais j'ai pas eu l'occasion d'aller après en équipe de France. Ce qui me permet de faire la transition, est-ce que tu peux nous évoquer un peu ton parcours, justement, et qu'est-ce qui t'a poussé à venir au basket? Alors moi, comme je te disais, je suis originaire de Pau, donc qui est une terre, le Sud-Ouest, une terre de Ouais, basket et ouais, de c'est rugby, clair. mais Ouais. beaucoup de basket. Donc j'ai eu la chance d'être dans le club de Pau Nord-Est, qui est le club de formateur de l'élan Bernay, en gros, même si c'est deux entités différentes. Moi, j'ai commencé grâce à mon grand frère qui était à Nord-Est aussi en cadet à l'époque, et donc on l'a suivi avec mon frère jumeau. J'ai un jumeau Mathieu qui lui a joué en N2, N1. Et on a commencé comme ça. Et j'ai fait tout mon cursus à l'élan Bernay, Pau Nord-Est, jusqu'en espoir. Et après, j'ai eu la chance de signer un contrat pro de 4 ans avec l'élan. Et j'avais fait qu'une année. Et après, j'ai été prêté parce que à l'époque, comment dire, à l'époque, ils souhaitaient garder un seul des deux frères, donc soit Mathieu, soit moi, peu importe, mais ils en voulaient qu'un. Et donc, mon père, à l'époque, qui gérait notre début de carrière, on va dire, a dit non, non, c'est les deux ou rien. Et donc, il m'a envoyé à Lourdes. Ma première année où j'avais 16 ans en professionnel, parce que c'était déjà pro, il n'y avait pas de N1 à l'époque, tu sais, c'était N2 Pro B Ouais. directement. Et donc, ça correspond un peu à la N1 d'aujourd'hui. Et mon coach était Jean-Pierre Ciotat, d'ailleurs, le président de la Fédération française de basket. J'en garde un super souvenir. Et donc, j'ai commencé comme ça ma carrière en partant à Lourdes, en tout en pot. Et après, je suis allé à Saint-Vallier, dans la Drôme, en National 2, toujours. Et puis, j'ai commencé ma carrière de basketteur où je suis allé après à Boulazac, Orléans, Aix-Maurienne, et puis Besançon, Bourg-en-Bresse. Enfin, bon, bref. J'ai navigué un petit peu entre la première et la deuxième division. Ok. Et est-ce que tu as eu un modèle ou une personne qui t'a inspiré et qui t'a dit, enfin, qui t'a peut-être justement inspiré et qui t'a permis de faire cette carrière-là? Ou tu t'es bâti tout Euh, seul, on va dire, tu t'es bâti tout seul et puis tu as essayé de gravir les échelons petit à petit. c'est une très bonne question parce que en fait, moi j'avais un physique, si tu veux, j'avais pas un physique qui était prédestiné quand même à jouer au haut niveau. Hein. Je fais 1m77, je suis pas bien costaud, j'avais pas beaucoup de talent étant jeune, sincèrement, et souvent les coachs me disaient, Simon, il disait d'ailleurs à mon père ou à d'autres, il n'y arrivera pas parce que il a pas un physique, voilà. Et puis un jour, j'étais au sport-études et je te raconte cette anecdote parce que c'est ce qui m'a construit derrière. Et j'étais au sport-études à Mont-de-Marsan où avec Boris Dio et les frères Bisley et d'autres. Et, et là, donc le père Bisley, qui a été manager de l'équipe de France aussi pendant des années, Patrick Bisley, a été le premier à croire en moi et à dire mais Simon il y arrivera parce qu'il a un gros mental et c'est un gros guerrier. Et donc, je me suis accroché à ça en disant, bon, j'ai pas de talent. Par contre, c'est vrai que je lâchais rien sur le terrain. J'étais très vocal. J'étais déjà un leader, un capitaine dans l'âme, tout ce que tu veux. Et donc, je me suis accroché à ça. Et donc, il a fallu que je prouve en permanence aux autres que je pouvais jouer à un certain niveau. Et c'est ce qui m'a forgé mon caractère et c'est ce qui a fait que j'ai toujours essayé de prouver aux autres pour passer les échelons. Et quand je jouais en N2, on disait ça sera toujours un joueur de N2. Et puis j'ai réussi à aller en N1 et à m'imposer en N1. Et puis en N1, c'était pareil. Et puis après en Pro B, et puis après en Betclic. Bon, voilà. Donc c'est ce qui a forgé mon caractère, clairement. Ouais. Et alors, j'avais pas de modèle précisément. Par contre, comme je venais d'un club qui est l'élan Béarnais, Portet, j'avais des mecs quand même à cette génération-là, les années 90 à Pau, c'était le Graal, pour moi, c'était le meilleur basket en Europe.
parce que je voyais des joueurs quand même au quotidien, en espoir et en pro, je faisais les deux. J'avais Freddy Fotoux, j'ai eu des meilleurs comme Valérie Demori, il y a eu des Rizaché, il y a eu des Lolo Forest, il y a eu Lolo Ciara. J'ai vu tous ces mecs passer à Pau, donc ça, ils m'ont tous inspiré en les voyant au quotidien. Et Freddy Fotoux, parce que pour nous, c'était l'enfant du pays, c'était les mecs qui en Coupe d'Europe, on le snobait un peu, mais ils te mettaient des bombinettes à 9 mètres, et ils te faisaient lever le palais des sports. Et oui, on l'avait, et puis c'était un copain en plus, donc lui m'a beaucoup inspiré, bien sûr. Ouais. Mais tu vois, c'est marrant parce que ce matin, j'ouvre mon téléphone, je me retrouve sur Facebook, pour pas le citer, et je tombe sur un match justement Pau-Limoges. Tu vois, Il y en a eu. et je me suis dit, bah, c'est bien, ça va me mettre dans le thème tout de suite, tu vois. Et ouais, ouais, donc tu vois, c'est assez drôle, mine de rien. Euh, j- c'était ces époques-là, quoi. Bah, à cette époque-là, elle était extra. Franchement, j'ai pas. Alors, c'est la nostalgie du vieux con qui parle un peu là, qui a vieilli. Mais pour moi, c'est la meilleure époque. Il y avait tous les meilleurs joueurs français qui jouaient dans le championnat. Tu avais tous les internationaux qui étaient là dans notre championnat en proie. Je te citais Rizaché, Forest, y en a d'autres, Cyril Julien, Fred Daumont, que moi j'adorais, qui était un guerrier à l'élan, qui a joué à Antibes. Bref, il y a eu des mecs d'un talent fou qui sont passés par l'élan. Et tous les titres de l'élan sont dans ces années-là. Voilà, moi j'ai eu la chance de connaître ça et pour moi c'était je te dis, le Graal. Et je ne voulais pas, une fois que tu y es, c'était le plus dur. Fallait pouvoir y rester et moi je voulais absolument y rester quoi, tu vois. Bah ouais, carrément. Bah, tu m'étonnes que si c'était le Graal pour toi, forcément, t'as pas envie Bah oui, de quitter la table, quoi. c'est ça. Justement, avec ce parcours bien rempli, comment est-ce que tu es arrivé aux commentaires, ou en tout cas comme consultant? Bah écoute, après ma carrière, alors moi quand je jouais et qu'on était retransmis à la télé, les journalistes, David Cosette, Bayou, tous ces mecs-là qui commentaient les matchs à l'époque, Jacques Monclar et d'autres, bah moi ils disaient de moi que j'étais un bon client. C'est-à-dire qu'ils savaient que j'allais répondre, que j'allais bien parler, que s'il y avait deux, trois conneries à dire, j'allais les dire aussi, tu vois. Et donc ils venaient souvent m'interviewer. Et ça, je pense que ça a commencé comme ça. France Télévisions, il y a quelques années en arrière, putain, pardon, il y a 7 ans ou 8 ans en arrière, 7 ans, ouais. J'ai commencé à commenter des premiers matchs avec France 3. Et puis, écoute, je pense que ça s'est bien passé puisque derrière, j'ai enchaîné. Après, j'ai eu la chaîne L'équipe pendant le Covid qui est venu me chercher quand ils ont eu les droits. Et là, j'ai commenté les matchs avec l'équipe. Et après, derrière, j'ai enchaîné avec Squeak quand ils ont eu les droits de l'Euroleague et de la Betclic Elite, la Jeep Elite, pardon, c'était à l'époque. Et là, j'ai fait tout le championnat de France, l'Euroleague et l'Eurocup. Bon, là, c'était un régal parce que franchement, on voyait le meilleur basket proposé en Europe. Quand tu commentes le Real contre le Barça, quand tu commentes le Pana, quand tu reçois Monaco, le Real Madrid. Ah, t'as des sacrées Bon, affiches, quoi. voilà. Ouais, 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 je me suis régalé à commenter ces matchs-là. Et puis la belle épopée de Bourg-en-Bresse la saison dernière aussi en Eurocup et de Paris, qui se sont rencontrés en finale. Donc voilà, j'ai eu la chance de commenter tout ça. Et puis là maintenant, avec France Télé, toujours fidèle, parce qu'ils ont les droits pour la Pro B. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on a un championnat qui est fou en Pro B, qui est très compliqué, très dense, très athlétique. Et on voit toutes les jeunes futures pépites qui arrivent, qui seront les prochaines stars de demain en Betclic, quoi. Bah, c'est cool, en tout cas, c'est assez sympa, justement. Et donc, pour toi, quelles seraient là où les qualités Mhm. d'un consultant? Alors, d'un bon consultant, c'est peut-être fort, mais en tout cas, d'un consultant. Écoute, moi j'ai eu des exemples. On a tous eu des exemples. Il y a eu Georges Eddy pour la NBA. Il y a eu pour moi le plus beau duo, c'était Jacques Monclar et David Cosette parce que moi j'ai eu la chance d'être commenté par eux aussi une finale à Bercy quand je jouais contre mon frère Thomas. Ça reste les voix du basket français pour moi. Là maintenant il y a aussi encore David Cosette et puis Stephen Brun qui a eu une très belle reconversion aussi, qui travaille chez RMC. Moi,
le bon consultant, en tout cas en ce qui me concerne, moi, j'essaye d'être le plus impartial possible, à part pour les matchs internationaux, où là, on a le droit de prendre parti pour la France, bien sûr, ou pour les matchs européens, quand Bourg-en-Bresse jouait en quart de finale, demi-finale contre des équipes européennes, là, on était clairement même chauvin, puisqu'on était pour notre équipe française. Mais sinon, c'est d'essayer d'être impartial. Et la chose que moi, j'essaye le plus, c'est de mettre en avant quand même notre sport et de pas être le consultant qui va critiquer la première erreur et qui va descendre les joueurs parce que ça arrive à tout le monde de faire des mauvais matchs, de pas être adroit, de perdre des ballons, ça arrive. Bon, j'essaye de pas trop appuyer là-dessus et de mettre en valeur quand même les joueurs sans trop en faire, mais voilà, et puis surtout essayer d'expliquer le plus simplement possible euh, toutes les phases de jeu, les techniques, pour que tout le monde essaye de comprendre un petit peu, parce que il y a les pros qui connaissent le basket à fond et qui regardent, bien sûr, donc il faut pouvoir parler à ces gens-là, mais il faut aussi s'adapter face au public. France Télévisions, par exemple, sur une chaîne en clair, on va parler un peu plus large dans notre discours, voilà, que sur Squeak, par exemple, où là, les abonnés sont vraiment des fans de basket pur et dur, quoi. Voilà. Ah, c'est ce que j'allais te dire par rapport à France Télévisions ou par rapport à une autre chaîne. Effectivement, ouais, tu as France Télévisions et notamment en plus même pendant les JO, tu as vraiment Ouais, tout un public qui est totalement c'est différent. ça. Et c'est vrai que c'est important quand les consultants ils arrivent à se mettre au niveau du public qu'ils vont avoir, quoi. Eh ben, c'est très important et c'est certainement la chose la plus difficile Mm. parce que tu dois t'adapter au public. Voilà, ça tu l'as très bien dit, c'est vrai. Mais quand tu passes de France Télévisions et que tu commentes un match de Ligue féminine, de Pro B, de Pro A, peu importe, et que 2 jours après tu vas commenter un Real Madrid Pana et que c'est très tactique, que tu es obligé, il faut être capable de vite switcher, tu vois, Mm. et de te mettre ouais, au niveau de ce qu'on attend de toi, de consultant. Voilà. Et après, il y a aussi une chose qui est importante, c'est que le journaliste et le consultant sont deux métiers différents. On est là pour soutenir, nous, le journaliste. Le journaliste doit s'appuyer sur nous, sur notre compétence d'expert, entre guillemets, du basket, pour expliquer, tout simplement. Et des fois, on a tendance, nous, les consultants, à un petit peu s'enflammer parce qu'on n'est pas insensible à ce qui se passe sur le terrain à un moment donné. Mm. Quand tu as une contre-attaque, un alley-oop et qu'il écrase tout, bon, le rôle du journaliste, c'est de faire vivre le match. Nous, on est là pour expliquer. Mais c'est vrai que des fois, on tombe un peu dans le Georges Eddy un peu, tu vois, même si c'est pas notre rôle. Mais bon, c'est la complexité aussi du consultant. Mais c'est aussi ce que les spectateurs aiment, mine de rien. Tu vois, Oui, oui, oui. tu vois, et quand il y a quand même eu des scènes mythiques, tu vois, où Thomas Harton, donne-moi ton short. Ouais, Tu vois, tu vois, il y a eu ouais, des, c'est David Cosette. il y a eu des moments quand même où, ouais, où les consultants te font vivre le truc encore plus fort. Et c'est ce que je pense aussi que le public apprécie. Ouais, bien sûr. Mais bon, après, il faut essayer d'être le plus naturel possible. Tu vois, moi, au tout début, à mes débuts, bon, tu es un peu stressé, tu es en direct, tu essayes de bien parler, de pas dire de conneries déjà. Et puis des fois, il y a des potes qui t'appellent qui te disent ah, mais lâche-toi, t'es pas le Simon qu'on connaît. Mhm. Donc, bon, ça, c'était il y a quelques années en arrière. Mais c'est vrai que après, avec l'expérience, plus t'en fais de matchs, plus du direct, du plateau, tout ça. Bon, maintenant, moi, je suis plus à l'aise, forcément. Mais ça aide, plus t'en fais, plus tu progresses, tout simplement. C'est clair. Ce que disait Fred Weiss, il disait justement d'être le plus naturel possible. Ouais, Et c'est vrai que voilà, c'est toujours plus sympa d'avoir quelqu'un qui change pas de personnalité, on va dire. exactement. Tu Ouais, vois, ouais, faut pas jouer un rôle. Ça sert à rien. moi j'ai trouvé Isabelle Yacoubou vraiment bien, tu vois, sur les JO, justement, je l'ai trouvé assez. Elle faisait vivre le truc, tu vois, mais tu vois, elle était bien, quoi. Ouais, 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 mais après, Agréable. c'est pas un exercice facile, hein. Il y en a qui ont, moi j'ai connu pour pas les citer, mais qui ont commencé à commenter. Bon, ah, ça le faisait pas, et même lui s'en est rendu compte, il n'était pas à l'aise. Bon, t'arrêtes. Donc c'est pas un exercice qui est forcément facile et inné, voilà. Mais moi je suis
Moi, j'ai eu beaucoup de chance quand même, hein. Enfin, on a beaucoup de chance, nous les consultants, de pouvoir quand même être au bord du terrain, commenter des matchs et de voir le meilleur jeu en Europe qui est proposé, tu vois. Donc, c'est quand même une chance de pouvoir vivre ça, hein. Moi, j'en suis bien conscient. Mais c'est clair, mais en tout cas, c'est une chance, mais il faut être expert pour pouvoir le faire, quoi. Tu vois, il faut à un moment donné, Oui, faut quand même connaître un peu le sujet, mine de rien. oui, c'est mieux, Et oui, c'est quand même c'est plus mieux. sympa, mine de rien, si tu connais un petit peu le truc, quoi. Mais moi, au foot demain, tout le monde éteint la télé, hein, je te le dis, hein. Et justement, est-ce que tu as eu des changements dans ce métier-là depuis que tu y es maintenant? Et si oui ou non, d'ailleurs, est-ce que tu en souhaites? Est-ce que tu souhaites qu'il y ait des changements dans ce métier-là ou tout se passe Des, super bien? des changements. Écoute, on rêve tous que ce sport soit toujours plus médiatisé. Voilà, bon, on a eu l'aventure Squeak, là maintenant il y a l'aventure Dazn. On voit du basket, c'est bien, déjà. On a la chance d'avoir France Télévisions qui propose du basket en clair, et ça c'est bien aussi pour le basket français, parce que ça donne une ouverture, ce sport qui a brillé pendant les Jeux, ça donne une ouverture sur, sur la France. Et c'est vrai que ben, y a des gens qui ne veulent pas s'abonner, tout simplement, parce que c'est un coût, parce qu'ils ne sont pas assez fans pour pouvoir s'abonner au basket. Et là, le fait d'être sur France Télévisions, notamment, moi, je trouve que c'est bien qu'il reste du basket en clair. Voilà, ça, c'est important. Et j'espère qu'on en aura encore plus. Voilà. C'est clair, mais est-ce que justement les gens et les jeunes aujourd'hui ne demandent pas plutôt à s'abonner à Bein pour voir la NBA plutôt que de voir le championnat français, à ton sens? Mais je pense qu'il y a deux. Tout le monde ne cherche pas la même chose. Il y a des fans de NBA, et là, ils sont ravis parce qu'ils sont sur Bein, qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées, des quotidiennes, des matchs. Bon, donc ça, eux, ils sont ravis, mais peut-être que le championnat de France, ils s'en fichent. Peut-être que la Ligue féminine, ils s'en fichent. Par contre, il y a un public pour chaque division. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les matchs de Pro B aussi sur France Télévisions parce Mhm. qu'ils n'en voient pas ailleurs, tout simplement. Sur la Betclic Elite, bon, ben, aujourd'hui, c'est DAZN. Les vrais fans qui veulent voir, ils vont s'abonner à DAZN. Voilà. Il y a d'ailleurs, en parlant de ça, il y a aussi le digital maintenant il y a énormément de clubs qui lancent leur chaîne YouTube Ouais. pour retranscrire les matchs. Euh, Tu penses qu'à l'avenir, ça va être de plus en plus ou est-ce que ça va se restreindre parce que justement, le basket va être un peu plus à la télé? Moi, je pense qu'ils font ça, les clubs qui lancent des chaînes YouTube, ça part du Covid. En fait, pendant le Covid, avec la chaîne L'équipe, on retransmettait les matchs de Betclic Elite et ils se sont vite rendus compte que, et on en retransmettait qu'un, alors qu'aujourd'hui, quand c'était Squeak ou même DAZN aujourd'hui, tous les matchs sont retransmis quasiment. Alors, pas tous commentés, enfin commentés par un journaliste, mais ils sont au moins retransmis. Bon, avec la qualité qui va avec. Mais ce que je veux te dire, c'est que les clubs ont dû s'adapter pendant le Covid et pour continuer à alimenter l'actualité du club et leurs partenaires, parce que les partenaires ont payé une prestation pendant le Covid qu'ils ne pouvaient pas avoir parce Mhm. qu'on devait rester chez nous. Donc, ben, les VIP d'après-match, ben, aller à la salle pour voir le match, ils n'ont pas pu le faire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les clubs, ils sont, d'ailleurs, certains l'ont très bien fait, ils se sont adaptés, ils ont créé une chaîne YouTube pour retransmettre le match et proposer autre chose pour leurs partenaires, notamment les cités. Et ça continue, et c'est une bonne chose, je pense, parce que on voit des entretiens avec le coach, les Sharks d'Antibes font une émission une débrief direct après Mhm. leur match de championnat. C'est intéressant pour les partenaires, les supporters d'échanger avec le coach, le président, les joueurs. Limoges le fait très bien aussi. Bon, ben voilà, plus on va parler du club, plus on va, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça va tellement vite que les images, elles passent d'un live à un autre directement, quoi. Donc ça c'est bien, moi je trouve. Est-ce que tu as des regrets dans ta carrière de joueur ou peut-être même de consultant? Et est-ce que tu as des anecdotes, comme tu as pu nous en donner une tout à l'heure en début de live, bah, sur ton métier de consultant ou ex-joueur, ou peut-être même de ta gestion de la pépinière? Écoute, est-ce que j'ai des regrets pour ta première question?
J'ai pas de regrets parce que je pense, j'ai essayé de faire une carrière. Est-ce que j'ai pu ce que j'avais? Donc, on peut toujours faire mieux, c'est certain. Mm. Euh, j'ai peut-être un regret, mais à l'époque, c'était une autre époque. J'étais en équipe de France, on était sur un tournoi international du côté de Nantes, La Roche-sur-Yon, je crois. Et il y avait des scouts NCAA qui étaient là, enfin universitaires. Et avant la finale de ce tournoi-là, on jouait Israël. Il y a mon agent qui vient me voir et qui me dit écoute, il y a une université qui souhaite te prendre. Ils ont vu les quarts, les demi, et là, bon, ils vont regarder la finale. Écoute, ils veulent te voir après le match. Putain, ça m'a mis un stress de malade. Je me suis passé complètement à côté du match. Et du coup, le mec est pas venu me voir à la fin du match. Et mon agent m'a dit que bah, ils étaient intéressés pour me prendre en université aux États-Unis. Et moi, je venais de signer avec Pau. Et si Mm. tu veux, j'ai renvoyé ça en disant non, non, mais moi, ça m'intéresse pas du tout. Aller partir à l'autre bout du monde, si tu veux, alors que je viens d'arriver à Pau, qui est pour moi le Graal. On était en Coupe d'Europe, je m'entraînais avec les pros. Enfin, je voulais rester à Pau. Et Ouais, donc, j'ai complètement. balayé ça un petit peu, tu vois. Et quelque part, je regrette pas, mais je me dis, j'aurais vécu une autre expérience outre-Atlantique dans la NCAA qui est un championnat de dingue. Mm. Et après, tu sais pas ce qui peut se passer. Bon, voilà. C'est peut-être le regret que j'ai eu à un moment donné dans le tournant peut-être de ma carrière. Voilà. Ok, ok. Ça, c'est pour le côté joueur. Et après, journalistique, écoute, j'ai eu la chance d'interviewer bah, des grands noms du basket français, notamment sur la finale à l'époque où je commentais sur la chaîne L'équipe. J'ai eu Tony Parker en direct à la fin du match, par exemple, tu vois, Fort, bon, que je fort. connais, qui est un pote, tu vois, mais quand même, d'interviewer mes premières interviews quand tu fais Tony Parker à la fin d'un match, bon, faut pas trop te rater quand même. Surtout Fort. que je suis pas journaliste, je suis consultant, donc normalement les interviews, c'est pas à moi de les faire, mais bon, là, on se partageait les rôles. Voilà, et puis des anecdotes, écoute, même à la pépinière, on a fait un cadeau pour Boris Dio pour ses 40 ans. Il nous avait invité pour son anniversaire aux États-Unis à faire un petit road trip, ses potes. Et nous, avec tous ses meilleurs copains, on lui a offert un olivier millénaire, donc un arbre qui avait un peu plus de 1000 ans. Et on est allé avec des paysagistes chez lui, avec l'autorisation de son frère Martin et de sa maman, hein, bien sûr. C'est une maison qu'il a sur le bassin d'Arcachon. Et on a arraché, on a fait un espace où on a planté un arbre millénaire. Donc on est arrivé avec un camion grue, on a installé l'olivier, on a fait la plantation avec les paysagistes et tout ça. Et on a tout filmé. Et on a fait un montage vidéo. Et quand on était dans l'Utah, dans sa maison, chez Boris, on lui a dit, ben voilà, on t'a fait un cadeau pour ton anniversaire. Et voilà. Et on lui a fait visionner ce petit montage. Et il n'en revenait pas parce qu'il se dit, mais attends, mais ça, c'est chez moi, ça. Je dis, ben oui, et tu vas le découvrir quand tu reviendras à Arcachon. Et depuis, ben voilà, on voulait symboliquement lui offrir cet olivier pour que quand il rentre chez lui, tous les jours, ben, il voit cet arbre et il pense à ses potes, quoi. Voilà. Fort en tout cas, fort en tout cas. Et Ouais, ouais. justement, du coup, avec cette anecdote sur la pépinière, comment est-ce qu'on arrive, en étant joueur pro, à être gérant d'une pépinière? Alors moi, d'abord, quand j'ai arrêté ma carrière à Bourg-en-Bresse, j'ai fini. Je venais d'avoir des jumeaux, donc Cobb et Tess, mes enfants. Et donc j'arrête ma carrière et on va à Bordeaux. Et là, j'achète un restaurant. Alors, je suis pas restaurateur, hein, mais j'achète un resto et je mets un an de travaux. Donc, je refais tout. Je pars dans une galère sans nom. Et j'ouvre ce resto-là je le tiens pendant 6 ans. Donc, j'ai connu les gilets jaunes, le Covid. Enfin, les 3 dernières années étaient un calvaire. Connu. Je le vends. Et pendant le Covid, donc je travaillais pour l'équipe aussi, et j'ai mon meilleur pote qui a une pépinière à Lyon. Et je lui dis, écoute, moi, je me fais chier clairement entre les matchs de basket et le resto qui est fermé. Viens, on ouvre une pépinière à Bordeaux. Et c'est comme ça que j'ai ouvert la pépinière à Bordeaux il y a 3 ans et demi maintenant. Fort. Ça s'appelle un jour un olivier. Et on est spécialisé dans les oliviers d'exception un petit peu. Bon, on fait pas que ça, mais beaucoup ça quand même. Voilà comment c'est venu pendant le Covid. Je suis un hyperactif, hein, faut que je fasse des choses, hein, parce que sinon je peux pas. Mais c'est bien, du coup, c'est bien parce que tu te lances des défis tous les jours, justement. Exactement. On essaye toujours Alors, faut faire attention parce que quand on est partout, on est nulle part. Mais bon, j'aime l'activité, en tout cas. Et alors, justement, quels sont les principaux défis que tu as pu rencontrer, du coup,
au cours de ta carrière, au cours de ta vie. Peut-être, tu parlais tout à l'heure de ta carrière pro où tu as essayé de. Enfin, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui essayait de dire que c'était pas possible, bah, tu as fait en sorte que ce soit possible et de Mhm. grimper petit à petit les échelons pour finir en proie. Mhm. Voilà, quels sont les principaux défis que tu rencontres? Alors, le principal défi qui est pas si simple quand tu es joueur pro, surtout ma génération, parce que maintenant ils sont un peu plus préparés, je pense, c'est la reconversion. Parce que quand tu vis dans ce microcosme-là de basket, où tout est fait pour que tu ne penses qu'à jouer au basket, il faut à un moment donné, quand tu arrives vers les 30 ans, te poser les bonnes questions et te dire, putain, mais qu'est-ce que je vais faire après? Parce que on n'a clairement pas assez gagné d'argent, du moins moi, pour me dire, ben, je fais rien et puis je verrai. Donc ça m'est venu assez tôt, vers les 30, 31, 32 ans, ouais, 30 ans. Je commençais déjà à me dire, mais attends, il va falloir que j'anticipe parce que j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des enfants. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, réussir sa reconversion, c'est un vrai sujet. Et voilà. Et donc, j'ai eu. Alors, au début, je me suis éparpillé un peu partout. Hein, avec Aix-Maurienne, j'avais dealé avec le président qu'après ma carrière, je resterai au club, manager général, puis un boulot à côté avec le président. Bon, ça s'est pas fait. Et puis derrière, je me suis géré tout seul en disant, ben, je vais m'ouvrir un restaurant et puis je vais créer ma reconversion. Donc, je l'ai préparé en amont. Voilà, j'ai anticipé pour que le jour J, on n'ait pas cette deuxième mort, tu vois, enfin cette mort du sportif Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. où tu dis je vais me prendre une année sabbatique et puis je vais réfléchir à ce que je vais faire. Je voulais surtout pas faire ça parce que j'avais des exemples dans ma vie à côté de mecs que j'ai connus qui ont fait des grandes carrières, qui se retrouvaient, avec tout le respect que j'ai pour ce boulot-là, mais gérant de salles municipales, enfin parce qu'ils n'avaient pas préparé leur reconversion, si tu veux. Et moi, ça, je voulais pas. Voilà. Je pense que le plus gros challenge, ça a été celui-là. Et j'en suis content parce que j'ai pas eu cette mort là ou de déprime, tu vois, où tu te dis putain mais je suis bon à rien finalement parce que tu passes de la lumière à l'ombre, hein, et donc Mhm. ça c'est difficile à gérer. Mais quand tu es dans une activité et que tu es à 100% dedans, bah du coup t'as pas ça, tu vis pas ça. Voilà, et c'était important pour moi. C'est ce qu'il expliquait Yannick Boccolo justement sur une émission qu'on a faite il y a quelques temps, où lui, il s'est lancé très vite. Il s'est lancé très vite. Je repars pas ce con. Ah, ça y est. Donc du coup, avec Yannick Boccolo, qui lui s'était lancé un peu plus tôt dans sa reconversion professionnelle, alors il savait pas trop ce qu'il voulait faire, mais il a toujours eu envie d'avoir un ordinateur dans les mains. Ouais. Et du coup, il avait déjà au moins l'axe sur lequel il voulait aller. Donc il a commencé par faire des sites internet. Et puis finalement, il a fini, il a ouvert une agence de com avec deux amis à lui. Et du coup, il fait aussi des sites internet, mais il fait beaucoup de com et il s'épanouit plutôt pleinement. Ah ben, c'est bien, c'est super. C'est des belles histoires. Et lui, je sais qu'il est sur Pau, hein, Yannick. Ouais, ouais, Il est resté sur Pau après son passage. Il a joué dans un petit club à Lens, il me semble, à côté de Pau. tout à Ouais, mais fait. c'est super d'avoir voilà. Mais cette nouvelle. Alors moi à l'époque, les agents ils parlaient pas trop de reconversion, les clubs non plus. Tu vois, c'était un peu. On faisait un petit peu abstraction de tout ça et c'est dommage. Et j'ai l'impression maintenant dans le basket français aujourd'hui que les joueurs sont quand même plus accompagnés, que ça soit dans la gestion de leur argent aussi. On parlait des frères Bisley qui sont des copains et qui ont une boîte justement de ça. Et ça, c'est important parce que au basket encore, alors oui, tu gagnes bien ta vie, mais sur des années qui sont quand même Ouais, sur assez courte courtes période. finalement. Donc, il faut quand même l'anticiper, que ça soit sur des investissements à côté ou voilà, et puis préparer et se dire qu'est-ce que je vais faire demain. Et ça, c'est important. C'est clair, et quand tu parles d'être un peu plus préparé, c'est clair parce que, tu vois, on a quelques joueurs, quelques joueuses qui sont passés par les pôles espoirs et par les centres de formation, et notamment l'INSEP, qui nous ont dit que ouais, justement, c'était un sujet qui commençait à être un peu plus abordé et qui permet en fait aux joueurs, aux jeunes joueuses de se dire, OK, là, je vais jouer au basket, mais qu'est-ce que je vais faire dans 5, 10, 15, 20 ans? Ou en Bien cas de sûr. grosse blessure, parce que malheureusement, il y en a qui se blessent lourdement et qui peuvent pas revenir, quoi. Ouais, bien sûr. Mais tu sais, moi, à l'époque, quand j'étais dans les bus en déplacement, à l'époque, il y avait ça commençait les iPads Mm. sur la fin de ma carrière. Voilà. Et le début de ma carrière, moi, je suis une génération en 1980, tu vois. Donc, quand je commençais à jouer à 20 ans, dans les bus,
On jouait au poker, on jouait au tarot, on jouait aux cartes, on discutait, on échangeait. Moi, j'ai joué avec des mecs qui avaient 20 ans de plus que moi, presque, des fois. Donc, tu discutais avec ces mecs-là qui t'expliquaient un peu la vie, qui t'expliquaient ce qu'ils faisaient à côté aussi, parce que c'était des pros, mais ils travaillaient aussi un peu à côté. Tu vois, ils anticipaient un peu leur reconversion. Après, j'ai eu l'époque où dans les bus, ben, c'était les iPads où on se parlait plus. Là, c'était pendant 6 heures de bus où les mecs sont, mais moi le premier, hein, les écouteurs. Alors là, déjà, ça commençait à me saouler parce qu'il n'y avait plus d'échange. On passait 6 heures ensemble sans se parler, à part qu'on descendait à la station essence pour aller pisser un coup. Et après, euh, et je pense que maintenant, pour savoir, je sais qu'il y a des mecs qui ont des bouquins, qui commencent à lire et profiter de ces temps libres, entre guillemets, pour lire un peu, s'instruire et se dire, tiens, demain, j'ai envie de faire ça, je vais faire une formation d'ostéopathe, de kiné, je vais commencer à bosser sur mes temps libres en déplacement. Ça y est, ça commence à venir pour ne pas vivre ce truc d'une mort du sportif de haut niveau qui est terrible. Donc, psychologiquement. Donc, voilà, moi, j'invite les clubs, les agents aussi à proposer des formations pendant l'activité parce qu'on peut faire les deux. On peut faire les deux aujourd'hui, préparer ça et commencer voilà, à regarder pour demain. C'est important, C'est clair, c'est clair. C'est le message qu'on va envoyer aux jeunes joueurs, aux jeunes joueuses ou même les joueurs qui sont déjà aguerris et qui sont déjà pros. bien C'est sûr. de préparer l'après et Ouais, ouais, il faut. pas se retrouver dans dos au mur et pas pouvoir vraiment profiter de ce qu'ils ont envie de faire ensuite. Tu as parlé du podcast tout à l'heure, donc Noah Basket, sur France 3, tous les lundis à 20h40. Ouais. Voilà. Alors, c'est pas un podcast, hein, Flo. C'est une C'est émission. euh, c'est une émission, C'est une exactement, qui émission. dure 26 minutes. Voilà. Donc, c'est pas un podcast. Donc, c'est en direct, en clair, sur donc France 3 Nouvelle-Aquitaine, Noah, qui est une chaîne à part, puisque ça fait partie de France Télé, bien sûr, mais c'est une chaîne où il y a beaucoup de basket qui a été créé en Nouvelle-Aquitaine, où on n'est pas assujetti à France 3 nationale, si tu veux. Donc, il n'y a pas de décrochage, il n'y a pas de choses comme ça. Donc ça, c'est bien parce qu'on peut mettre des matchs à 20h50, à 20h, à 19h, sans souci. Et d'ailleurs, ils ont ouvert, par l'intermédiaire de Fabrice Gold, qui est le directeur de France 3 Nouvelle-Aquitaine, qui adore le basket, et on a beaucoup de chance de l'avoir parce que grâce à lui, il veut voir du basket sur France 3 Noir. Ben, il y a eu des matchs d'autres régions en France qui ont été retransmis sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, C'est c'est génial, top. ça. Ouais, Génial. ouais, ouais, Génial. ouais. On a eu le derby, je crois, Blois-Orléans. Donc ça, c'est intéressant sur France 3 Noir. Voilà. Ça, c'est génial. Et du coup, Ouais. comment est-ce que tu prépares ces émissions? Alors, c'est dense, hein, parce que en 26 minutes, tu vois, on n'a pas beaucoup de temps. Mine de rien, ça passe très vite. Donc, on essaye de parler de Betclic Elite, de l'actualité du moment, de la Pro B, bien sûr, parce qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a de la chance d'avoir quand même les Lambernais en Pro B, Poitiers et Boulazac. Donc, on a quand même 3 clubs en Nouvelle-Aquitaine. Et on a le Limoges CSP qui est en Betclic Elite. Donc, ça fait quand même 4 clubs. C'est clair. Et Basketland en Ligue féminine, pardon, je vais me faire taper sur les doigts, qui a gagné hier soir d'ailleurs sa qualif en Euroleague. Donc du coup, on a de l'actualité, il faut qu'on en parle. Donc moi, je le prépare, mais on regarde les matchs les week-ends, je te figure, et je bouffe du basket du vendredi soir avec la Pro B, du samedi avec la Betclic. Quand on parle des filles de Basketland notamment, ben, il va falloir regarder un replay de match de Basketland. Donc voilà, pour pouvoir préparer et discuter de ces matchs-là. On a des invités, et ça c'est pas une nouveauté, mais on le fait quasiment à chaque émission. L'invité de lundi qui arrive là, ça sera le sélectionneur de l'équipe de France, Freddy Fotoux, et l'entraîneur de la JL Bourg qui sera avec nous. Donc ça c'est super. Il y a les 2 matchs de la fenêtre internationale qui arrivent ce soir. Nous sommes jeudi et demain et dimanche, je crois, face à Chypre. Donc on va pouvoir parler de cette actualité là. Donc voilà, je bosse, je regarde les matchs, je prépare l'œil 2 qui est une courte séquence où je dois analyser un fait de match. Donc ça peut être une défense mal exécutée où j'essaye d'expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce qui s'est passé dans le match, pourquoi ils ont fait ce choix-là en défense par exemple. Ils ont été dominés au rebond. Eh ben, faut le démontrer sur des images. Bon voilà, donc Ça, c'est ça grave. c'est super Ça, c'est super intéressant. bien, ça.
Ça, Ouais, c'est ouais, ouais. vraiment cool, ça. Ça, Ouais. c'est. Alors, on tourne, tu vois. Là, moi, c'était il y a 2 semaines, j'avais fait l'œil 2 de. Ça s'appelle l'œil 2 Simon Darnozan, ou l'œil 2 Claude Bergeau, ou l'œil 2 Frédéric Sarr, puisque ou de Pape Philippe Amagou le fait pas parce qu'il est en visio, il est à Paris, lui. Mais voilà, c'est intéressant. En plus, on a deux anciens grands coachs, Ouais. Claude Bergeau et Fred Sarr. Donc, si tu veux, là-dessus, on est bon. Ouais, c'est carré, ouais. C'est carré, c'est cool. Ouais, ouais. En tout cas, c'est vraiment cool. C'est une bonne initiative, je trouve, de proposer ce concept-là. Ouais, Et du coup, les téléspectateurs, ils vont, même s'ils sont pas experts, ils vont pouvoir comprendre des choses et c'est hyper intéressant. exactement. Surtout que je trouve qu'on Exactement. a quand même une pratique enfin, on a un sport qui est pas forcément évident à comprendre tout le temps, avec le nombre Ouais, de règles, le nombre d'interprétations, tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment super concept. ouais, ouais. Alors, on essaye de. Ça, c'est une séquence, si tu veux, l'œil 2 où on rentre un petit peu plus dans le technique parce qu'il faut quand même. Mm. Mais comme tu le disais, en essayant d'être compris de tout le monde, du grand public, voilà, pour qu'ils comprennent un petit peu parfois ce qui s'est passé dans un match. Et ça, c'est important, ouais. C'est clair, c'est clair. En tout cas, cool. Longue vie à eux deux, du coup. Ouais, c'est gentil. Comment t'es arrivé dans l'aventure Biscarrosse du coup? Parce que Ah, ça a fait le tour de la France, ça, ça a été, ça a été, ça a été vu et revu et médiatisé puisque bah évidemment il y avait d'anciens joueurs pros et effectivement il y avait quand même comme égérie Boris Dio. bah oui. Et donc du coup, comment t'es arrivé dans l'aventure Biscarrosse, l'aventure Coupe des Landes? Alors, je suis arrivé dans cette aventure, j'ai pas envie de dire grâce, mais à cause de Boris Dio. Voilà, c'est lui, c'est de sa faute à lui. C'est l'investigateur Euh, du coup. ah bah oui, il nous a saoulés pendant tous les étés quand il rentrait de. Bon, on se voit régulièrement, mais on avait un petit rituel où on se voit l'été, et on va faire un peu de bateau, on fait des cons, bon voilà, on profite, on se retrouve tous. Et tous les étés, on parlait de ça. Ouais, il faut faire la Coupe des Landes, il faut qu'on crée une équipe et qu'on fasse la Coupe des Landes. Mais je te dis ça, mais on en a parlé pendant 4 ans d'affilée, sans jamais le faire. Fort, Et, fort. et puis à un moment donné, ben, l'été, il y a 1 an et demi, là, enfin, l'été qui précédait la Coupe des Landes, et Maurice dit non, mais là, on va le faire, c'est bon, on va s'inscrire. Et il y a Kevin Bisley qui dit ben, ok, vous savez quoi, on regarde dans les Landes et on regarde le club le plus proche de chez nous pour pouvoir faire les entraînements, le truc qui pourrait être susceptible de nous prendre. Mais moi, j'espérais que ça ne se fasse jamais parce que je pensais à la condition physique et ce qu'il fallait se remettre. Ça fait 6 ans que je n'avais pas touché un ballon et qu'il fallait se remettre au boulot. Et là, moi, je m'étais dit, mais on n'y arrivera jamais. Donc, je me disais, mais ça ne se fera pas. Et puis, Kevin Bisley appelle le club des Biscarros qui n'avait pas d'équipe en première engagée en Coupe des Landes. Et bien sûr, le club de Biscarros a dit, non, mais nous, ça nous intéresse, bien sûr, vous allez venir. Et puis ça s'est fait très rapidement, du coup, et ça s'est fait comme ça. Et nous voilà, 3 jours après, inscrits à la Coupe des Landes, à nous faire une équipe d'anciens pros, de copains, donc la bande assez proche, plus élargir, parce qu'il fallait compléter l'effectif quand même. Mm. Et voilà comment ça s'est passé. Autour d'une bonne bouteille de rosé sur le bateau de Boris, à valider le projet, quoi. En tout cas, c'est incroyable. C'est incroyable parce que ça a été vraiment suivi en plus, cette aventure-là. Ouais, 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 bah oui. Oui, oui, bien sûr. Ça a été suivi parce que l'histoire, elle a plu aux médias, bien sûr. Boris Dio, l'ancien capitaine de l'équipe de France, joueur NBA, on connaît son parcours, on ne va pas le rappeler, qui revient à 40 et quelques balais, rechausser les baskets pour faire un de ses rêves qu'il n'avait jamais accompli, puisque lui, il faut savoir qu'il était parti de France très, très jeune. Après Pau, il est parti en NBA au Atlanta Hawks. Super vite, ouais. Donc, si tu veux, le public français ne l'avait pas perdu de vue, bien sûr, parce qu'il le suivait via l'équipe de France et la NBA. Mais le fait de le revoir, et je pense que Boris, symboliquement, avait envie aussi de rendre au public, alors d'abord pour lui, parce qu'il avait envie de vivre cette aventure Coupe des Landes, et qu'il n'avait jamais gagné la Coupe des Landes, puisqu'il n'avait jamais joué. Il y avait eu le cas Freddy Fotoux qui l'avait fait après sa carrière et qui l'avait gagné. Donc, si tu veux, il y avait ce petit challenge aussi où il s'est dit, attends, Mhm. Freddy l'a fait, moi je vais le faire. Et puis surtout, et avant tout, c'était de vivre cette aventure avec ses potes. Voilà. C'est clair. On n'a pas fait ça. Et lui espérait la gagner, bien sûr, mais sincèrement, il l'a d'abord fait pour vivre l'aventure avec ses potes. Voilà.
c'est-à-dire les entraînements se retrouver, les apéros avec le bon pâté, le bon jambon après l'entraînement, la bonne bière, les restos d'avant-match, d'après-match, les soirées, bon voilà, on voulait se retrouver. Et Boris, en bon capitaine qu'il est, a fait ça, surtout. Ouais. Et ça montre une nouvelle fois que c'est un mec simple, sympathique et fidèle, on va dire, du coup, à sa bande de potes. Alors ça, tu vois, il a la même bande de potes depuis qu'il est gamin. C'est Ils l'ont fort. tous suivi toute sa carrière, bien sûr, mais à chaque fois, Boris, il est très, ouais, il a besoin d'avoir ses copains d'enfance avec lui, que ça soit en voyage, que ça soit quand il revient sur Bordeaux, sur le bassin d'Arcachon. Dès qu'on peut se voir, on se voit quoi. Et c'est un mec qui est très généreux, qui veut faire partager ses passions. Et il nous a fait partager un voyage aux États-Unis qui était exceptionnel. Je n'entrerai pas dans les détails, mais il nous a montré ce qu'il aimait, marcher dans des paysages de dingue. Moi, ça a été le voyage de ma vie, franchement. Et voilà, et il est comme ça. Et dans le basket, il a voulu aussi rendre au public. Il a été dans des écoles dans les Landes avec Biscarros. On a fait des animations. Bon, voilà. Julien Leleu, qui est son pote qui a géré ça d'une main de maître depuis les États-Unis, il vit à Phoenix et qui a organisé tout ça aussi pendant qu'on. Parce qu'il y a eu, on a fait quand même beaucoup, et surtout Boris, mais l'équipe de Bisca a fait beaucoup pour dans les écoles, dans les animations à côté. On n'a pas fait que la Coupe des Landes, quoi. Voilà. C'est bien, en tout cas, c'est cool. Ça a mis en valeur ce club et puis votre Ouais. région, quoi. Ah ouais, carrément. Parce que Biscarrosse, c'est un club oublié des Landes, hein, quand même. Hein. On est au fin fond c'est le dernier club landais, si tu veux. Hein. Biscarrosse, on pense à la plage, on pense, c'est vrai. C'est un club landais, quand même. Donc, je pense que ça a mis un beau focus sur ce club qui fait beaucoup en formation. Et moi, je le connaissais pas personnellement. Et puis voilà, on est tous devenus très proches, du coup. Et du coup, est-ce que tu as géré la montée d'adrénaline ou le stress de la même manière que quand tu étais pro ou comme c'était vraiment avec tes potes, t'étais un peu plus rassuré ou un peu moins stressé, quoi? Mais j'allais dire poulet. C'était pire. C'était pire qu'en pro. Je vais te dire pourquoi. Parce que 44 ans, tu n'as pas touché un ballon depuis 6 ans, on va pas se cacher, tu es hors de forme. Mais là, tu arrives avec des potes et on a retrouvé l'époque où on était tous en pro. Le premier entraînement, je te jure, on était comme quand on était en pro. En plus, on avait pris Paco Lolé, qui était notre coach de formateur quand on était gamin, qui est un mec carré, avec J.R. Garino, qui coach les garçons à côté de Bordeaux, au Bec, là. Donc, on a retrouvé l'éthique de travail de l'époque. Donc, il a fallu se remettre en forme, quand même. Et ça, c'était la plus grosse mission, physiquement. Alors, le basket, on était avec des mecs qui connaissaient le basket dans l'équipe. Donc, si tu veux, ça, il n'y avait pas de souci. Mais oui, on s'est mis la pression parce qu'il fallait quand même ne pas être ridicule, en sachant qu'il y a, comme tu disais, médiatiquement, Ouais, ça a été méga suivi, puis vous avez amené une certaine sympathie en plus. Donc du coup, tant mieux. les, C'était les le gens, but. les gens, les gens voulaient vous voir réussir au final. Ouais, oui, 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 je pense qu'on l'a pris de l'image qu'on a voulu montrer, elle était très importante parce que ça a fait beaucoup parler, où ils disaient, ouais, ils prennent la place des gamins, c'est Mhm. une bande de potes, ils ont des points d'avance, c'est pas normal, c'est des anciens pros. Ouais, c'est des anciens pros de 40, 50 qui n'ont pas touché un ballon depuis 6 ans. Et je peux te dire que ces points d'avance, on en avait mais vraiment besoin. Et il fallait pas être ridicule, puisqu'on était médiatisé, suivi, attendu. Carrément, Donc, ouais. fallait assumer ça et fallait pas être ridicule sur le terrain quand même. Physiquement déjà, et puis un peu basketement parlant. Donc oui, il y avait la pression. Bien sûr qu'il y avait la pression. Surtout les deux premiers matchs. Boris n'était pas là le premier. Et le deuxième, après, quand il est arrivé, imagine, on se fait éliminer au deuxième tour. On est Ouais, ridicule. Hein. avec Brusio, ouais, ouais, ça aurait été. On est ridicule. Donc, oui, il y avait quand même une forme de pression. On va pas se mentir. Voilà. Mais Parce bon, qu'on voulait l'aventure, faire les choses bien. c'est super bien terminé et ça a été On a vraiment. gagné. On a gagné et on pensait pas la gagner, sincèrement. Hein. On pensait pas la gagner. Mais on s'est pris au jeu. Plus les tours passaient, plus on s'affûtait physiquement. Tu vois, moi, j'attendais un tour ou deux pour enclencher certains soins physiques pour pouvoir aller encore un peu plus loin. Voilà. Et puis le Graal, c'était cette finale dans les arènes de Mont-de-Marsan. Boris Dio est de Mont-de-Marsan quand même. Hein.
Donc, si tu veux, Oh, pour lui, c'était très symbolique de pouvoir jouer une finale dans les arènes du Plumasson, avec tout le côté médiatique. Mais ça encore, nous, bon, on s'en foutait un peu, mais c'était symbolique de finir là-bas pour lui. Voilà. carrément, ouais. Et est-ce que ça a été ton plus beau souvenir sportif ou est-ce que tu en as eu d'autres que tu as envie d'évoquer avec nous? Ouais, j'en ai eu d'autres, bien sûr. Alors ça, c'était après ma carrière, on va dire, mais dans ma carrière, moi, j'en ai un qui restera gravé. C'est, je jouais à l'époque à Besançon. Mon frère Thomas, mon grand frère, jouait à Poitiers et on s'est retrouvés finale du championnat de France à Bercy, Besançon-Poitiers. Fort. Historique parce que aucun Ouais, frère en LNB ne s'était rencontré en finale. fort. Donc y a eu deux frères, il y a eu des frères comme les frères Gadou qui ont joué ensemble une finale, mais jamais l'un contre l'autre. Donc ça aussi, ça a été un super souvenir parce que je te laisse deviner qui a gagné. On ne le dira Be- pas. Besançon, Besançon, on a gagné, on est monté en Pro A du coup avec le club de Besançon. Et donc c'était un super souvenir parce que jouer son frère en finale, j'ai encore les images en vidéo ou commentées par David Cosette et Jacques Monclar en plus. Donc tu vois, Ça, c'est c'était fort. super sympa. Ouais, c'était super sympa. Et on s'est retrouvé à un moment donné l'un en face de l'autre, Thomas face à moi, tu vois. Donc ça, c'était un super souvenir. Toute la période équipe de France restera bien sûr un super souvenir pour moi parce que j'ai joué des grands joueurs, Kirilenko, au-delà de sa taille mais par son talent, les frères Gasol, Ouais. pour le Sacré ouais ouais joueur, quand ouais, même. enfin, Ouais, toutes sacré ces joueur, quand même. générations là, je me suis régalé à jouer ces mecs là forcément. Et Biscarrosse parce que c'est après ma carrière et pouvoir à mon âge revivre ça, même si physiquement ça a été un calvaire pour moi, j'en ai vraiment souffert physiquement. J'ai dû, tu vois, encore me dépasser parce que je voulais vivre ça, mais ça a été dur, franchement, physiquement. Mais ça reste un super souvenir parce que on a réussi à aller au bout. On a réussi à garder nos valeurs et comme tu le disais tout à l'heure si bien, à ce que le public comprenne notre message. On n'était pas là pour prendre la place d'autres ou qu'on n'était pas là pour faire les beaux. On était là pour vivre une aventure humaine. Et je pense que dans le Squeak a plutôt bien retranscrit ça, et c'est important. Et cette aventure a été ouais, exceptionnelle de vivre ça à nos âges, après tout ce qu'on avait vécu, ben, de le revivre à 44 balais, ben, c'est super quoi. Bah, c'est top, en tout cas. C'est vrai que ça a été quelque chose de vraiment suivi. Et de partout, parce que tu vois, moi, là, j'habite en Drôme, hein. Alors maintenant, les Ouais, réseaux, ça te permet quand même de voir ah oui. tout le temps. Mais il n'empêche qu'en Drôme, on avait l'actualité de Biscarross. Voilà. Ah ouais, Donc, tu vois, c'est super. Mais tu sais, moi cet été, j'y suis allé à Biscarrosse au lac. J'étais avec Ahmed Fella, un ancien meneur de jeu, grand meneur de jeu d'ailleurs. On était tous les deux sur la plage. Il y a des gens de Lille qui étaient à côté de nous et qui nous ont reconnus et qui nous disaient bon, je me permets, super l'aventure Biscarrosse. Il nous a même pas parlé de nos carrières ou quoi. Il mhm. se rappelait que De de Biscarross. Biscarrosse, tu vois. Ouais, Donc c'est mais marrant. C'est marrant. en tout cas, ouais, ça devait être quelque chose de grandiose et de finir en apothéose en plus. Donc, c'est quelque chose d'incroyable. Par Ouais, rapport aux meilleurs souvenirs, quel est le match? Alors après, tu en as commenté un paquet quand même. Mais est-ce qu'il y a ouais. un match qui t'a vraiment fait passer un cap dans le plaisir? Tu vois, il y en a un qui t'a vraiment fait surkiffer, quoi. J'ai beaucoup aimé ben, récemment, l'année dernière, hein, j'ai beaucoup aimé Squeak m'avait beaucoup mis sur Bourg-en-Bresse parce que moi je suis un ancien joueur de Bourg-en-Bresse. J'ai vécu 2 ans j'ai joué 2 ans à Bourg-en-Bresse. Et ils m'ont mis sur toute la série d'Eurocup de Bourg-en-Bresse. Ils ont fait une saison exceptionnelle. On s'est vraiment régalé parce que c'était Super. du très beau basket. Et ils ont fait des matchs de dingue. Et notamment les quarts de finale et demi-finale, même la finale, mais c'était face à Paris. On sait les demi-finales face au club turc à Bourg, c'était une ambiance exceptionnelle. On s'entendait même pas dans le casque pour commenter tellement qu'il y avait une ambiance, voilà. Et puis le scénario du match, tout ça. Là, moi, j'ai vraiment kiffé. J'ai retrouvé les années où tu es au bord du terrain dans ces ambiances-là. Franchement, je me suis régalé. Après, j'ai eu la chance de commenter l'équipe de France aussi à Bercy face aux Espagnols. Les deux matchs, que ce soit les filles et les garçons, c'était des matchs de préparation. Bon, là, c'était du haut niveau, ça envoyait du bois. Il y avait toutes les stars NBA, donc Batum, Rudy Gobert, tous ces mecs-là étaient là. C'était top.
Bon, voilà. Et puis, dès que tu vois du basket de haut niveau, de toute façon, tu prends ton pied, hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir, hein. Voilà. C'est clair. Et tout à l'heure, tu parlais d'avoir interviewé Tony Parker. Euh, Quel est le coach, le joueur, le dirigeant, on va dire le bon client que tu pu interviewer et qui t'a le plus Écoute, marqué? qui m'a plus marqué alors moi, c'est des interviews d'avant-match, juste, tu vois, ça dure 30 secondes, quoi. Donc, j'ai pas d'entretien comme toi, au moins, on fait actuellement. Hmm. Et j'aimerais beaucoup le faire d'ailleurs, parce que j'ai plein d'idées sur le sujet, sur des bons clients, justement, où on peut connaître l'histoire de vie de tous ces mecs-là qui ont eu des grandes carrières. Mais des bons clients, il y en a. Antoine Eto'o, récemment, je l'ai fait à Pau. Je lui ai posé une question, il a fait le reste, hein, si tu veux. Donc, ça, c'est des bons clients. Voilà, j'ai fait Gabrich, le joueur de Orléans, là, qui est un joueur très sympathique à avoir joué et qui est très sympa en interview aussi, tu vois. Voilà, des coachs aussi, plein. Non, j'ai pas d'anecdote. J'ai pas d'anecdote sur des interviews précisément. Bon, voilà. Ça va peut-être venir du coup si tu arrives à développer ton concept d'entretien. Eh ben, écoute, je le souhaite, vraiment. Et donc du coup, ça me permet de terminer l'émission avec cette question-là. Comment est-ce que tu te vois à l'avenir? Est-ce que tu resteras sur la pépinière? Est-ce que tu vas rester en consultant? Ou est-ce que tu vas partir dans d'autres contrées, si je puis dire? Écoute, l'avenir nous le dira. Mais C'est clair. le consultant basket, c'est une chance. Et tant que j'aurai cette chance-là, je le ferai parce que je me régale à le faire. C'est beaucoup de travail, mais en même temps, c'est beaucoup de plaisir. Donc, bon, travailler, même si c'est beaucoup de travail et tu as du plaisir, je veux te dire, tu n'as pas l'impression que c'est du travail. Voilà, non, non, je veux continuer à commenter les matchs, à faire des émissions. J'aimerais beaucoup développer ces entretiens-là d'anciens joueurs ou de joueurs en activité et aller plus sur le côté humain, voilà, leur histoire de vie, leur chemin de vie, tout ce qu'ils ont vécu, traversé pour en arriver là. C'est clair. Ça c'est des sujets qui me passionnent. Je suis très humain, j'aime l'humain, donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, écoute, on va voir ce qui va se proposer à moi dans les mois ou les années qui arrivent. Voilà. C'est clair. Avant de te remercier, je remets une petite publicité sur le camp, du coup. Ouais, Si vous n'arrivez pas à trouver le lien pour les inscriptions, allez sur Facebook, sur Instagram, vous tapez Basket Life Association et vous aurez toutes les informations concernant le camp de juillet 2025, du 6 au 12 juillet 2025. J'aurai le plaisir de vous voir. Et petit à petit, si vous restez sur nos réseaux, on vous dira petit à petit les coachs, les encadrants pour ce camp. Voilà. Merci à toi, sincèrement. C'était merci Flo. vraiment agréable. Ben, c'est sympa, merci à Fait toi. plaisir. Et merde pour le camp. J'espère que que ça va le faire. Il n'y a pas de raison. Il y a un site qui est canon apparemment. Donc moi j'invite tous les parents et les jeunes basketteurs et basketteuses à venir s'inscrire et à vivre parce que la première année c'est toujours la mieux. Donc j'espère que tu seras vite plein et dépêchez-vous parce qu'à mon avis ça va aller vite. Ben, je te remercie en tout cas pour la petite publicité. Et puis Avec retrouvez donc plaisir. du coup Simon aux commentaires et sur l'émission Noah Basket, Ouais, 20h40 tous les lundis. c'est gentil. Et puis vraiment merci en tout cas, c'était très agréable. Et vive Biscarrosse du coup. Ouais, c'est sympa. Merci à toi et bonne continuation. Merci, à très vite sur nos YouTube, sur notre Instagram. Et il y aura encore des vidéos et des vidéos et des vidéos et encore et encore. Et peut-être un petit concept où on sera peut-être plus en vidéo, mais peut-être avec les invités directement. Oh, Voilà. bien, très bien. Merci, à bientôt. Salut.